Yo, comment ça va? Nouvelle vidéo où on va parler d'un MV que j'ai énormément aimé, d'une chanson que j'ai énormément aimée. Donc je me devais d'analyser ce MV. Il s'agit tout simplement de Maniac. Donc c'est une chanson issue du deuxième mini-album de Max Changmin, fait sous la direction artistique de Lee Rekan. Je n'ai aucune idée pareil de comment ça se prononce. Elle est connue notamment pour avoir travaillé sur des MV, notamment IU. Et là, dans ce cadre-là, elle va beaucoup s'inspirer de grands noms du cinéma comme Scorsese, les frères Coen, Stanley Kubrick, Robert Yen, mais surtout Alfred Hitchcock, avec énormément de références à de nombreux films faits par Alfred Hitchcock. C'est évident que c'est quelqu'un qui l'inspire énormément, puis son pseudo Instagram même c'est Hitchcock. Donc avec des références comme ça, on a le droit de se demander comment ces diverses classiques cinématographiques ont pu être abordés visuellement dans le MV et comment ils ont pu être utilisés pour servir le message de la chanson. On va aller voir ensemble comment ce MV arrive à jouer entre comédie et tragédie et comment on passe d'une comédie grotesque à un thriller. Tout commence avec des plans qui mettent le spectateur face à une constatation, le personnage est mort. Ces premières scènes se réfèrent à la scène de meurtre du film Psychose d'Hitchcock. Donc plan par plan, si on reprend, c'est exactement la même chose, avec ce même zoom arrière sur le visage à la fin. Donc ces plans, ils s'accompagnent aussi d'une sirène de police et comme par hasard, dans les paroles, on retrouve Somebody Calls the Police. Coïncidence, je ne pense pas bien évidemment, puisque la première scène du MV, elles interviennent comme ce qu'on pourrait appeler une anticipation. On voit à l'avance ce qui va venir par la suite. Ça nous crée une question, c'est comment on en est arrivé là. Et c'est à ce moment-là que l'histoire va débuter. Mais attention, spoiler alerte, pourquoi je dis que c'est une anticipation? Simplement parce que à la fin de la chanson, on revient à ce zoom arrière sur le visage du personnage et donc on comprend qu'il y a toute une histoire qui nous a ramené à cette anticipation qu'on avait au début. Donc il s'agit désormais de comprendre en fait comment notre héros il se retrouve étalé au sol de cette salle de bain, pourquoi est-ce qu'il est voué à la mort, c'est l'histoire qu'on va suivre en fait. Donc tout commence avec un show télévisé, quelque chose de très comique, qui nous rappellera évidemment The King of Comedy de Scorsese ou encore Brazil de Terry Gilliam. Bon, pour la référence de Brazil, c'est assez soft, je l'admets. C'est juste cet effet visuel de télévision carré comme ça qu'on retrouve au début du film. C'est beaucoup plus évident avec The King of Comedy, même entrée sur plateau de show. Un travail des couleurs qui rend la scène d'autant plus grotesque et comique que ça ne pouvait l'être pour The King of Comedy où c'était un peu plus terne. Puis on a aussi ce halo de lumière qu'on a dans le MV Maniac qu'on n'avait pas dans The King of Comedy. Mais un peu plus loin c'est encore plus clair, on a la même scénographie, le même placement des personnages, le même usage des couleurs avec le rouge et puis les motifs dans le fond. Même si les motifs sont pas placés forcément au même endroit, ça reste quand même clair qu'il y a une référence. Donc c'est déjà une manière subtile en fait de montrer au spectateur dans quel monde et dans quel état d'esprit il évolue. Puisque dans Brazil, le héros il est malheureux, il est prisonnier d'une ville tentaculaire et cauchemardesque qui est régie par l'hostilité de tous contre tous, cherche à s'évader dans ses rêves de ce monde qui subit passivement le jour. Dans la valse des pantins, donc The King of Comedy, le héros il est persuadé d'être un génie comique méconnu. Et suite à un entretien de quelques minutes avec un animateur d'une émission télévisée, donc animateur très connu dans le film, te convainc qu'ils sont devenus potes, d'accord, qu'ils sont devenus vraiment comme ça, et que le gars va lui accorder une place de choix dans son émission, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est l'histoire d'un homme qui court éperdument vers un objectif qu'il n'atteindra jamais. Un choix de référence, évidemment, vous l'aurez compris, qui n'est pas anodin, vous comprendrez pourquoi c'est important. Mais revenons-en à la mise en scène, si vous le permettez, qui est très théâtrale, avec des éléments propres au spectacle, hein, le rideau, le micro, le costume scintillant, mais aussi et surtout les expressions faciales de Changmin qui sont très exagérées et très comiques. Donc tout ça, ça participe à une première ambiance du MV qui est très joviale, alors que juste avant, on voit que le héros est mort. Et donc ça crée d'autant plus cette intrigue de se dire mais comment est-ce qu'il peut en arriver là, alors que pour l'instant tout va bien, quoi. Il est juste sur un show télévisé, il est content et tout se passe bien. Évidemment, tout change, on change complètement, on tombe dans le grotesque avec notre héros qui se retrouve bousculé, dérangé, interrompu dans son discours à plusieurs reprises. On le ressent par la mise en scène qui évolue, les changements de plans soudains, les mouvements de caméra, mais aussi la gestuelle même de Changmin qui se recoiffe, se replace,
puissant, prêt à reprendre, mais sans cesse dérangé encore et encore. Par exemple, il est expulsé du cadre de l'image, on le repoudre, il y a le plan avec l'araignée sur son épaule. Et c'est justement cette araignée dont on va parler tout de suite, puisqu'elle a une place très importante dans l'histoire. Déjà, cette araignée qui trône sur son épaule, c'est comme une épée de Damoclès à l'achever en le mordant. De la chanson rentre d'ailleurs en concordance avec cette idée, avec la Black Widow. Black Widow qui est littéralement une araignée vénéneuse, donc qui pourrait le tuer. Et on comprend que cette métaphore de la Black Widow, c'est une métaphore en fait de la femme qui, dans l'histoire, dans les paroles de la chanson, est obsédée par lui. C'est ce qui va le mener à sa perte. Donc elle est dangereuse, elle est comme une araignée vénéneuse qui pourrait l'empoisonner. You are like a Black Widow, you are poison to me. La femme est obsédée par lui, au point où cela en devient dangereux. C'est aussi ça qui justifie la présence de femmes sur le plateau, puisqu'on parle bien d'une femme qui serait dangereuse. Et c'est pas anodin. Au niveau des costumes des femmes sur le plateau, elles sont costumées en noir, comme une araignée. Il y a ce maquillage avec des fossiles, comme des pattes d'araignée. Vous allez pas me dire que c'est pas fait exprès. Donc tout ça, ça concorde avec cette théorie de la Black Widow qui est une araignée vénéneuse, mais qui est aussi la femme qui est source de danger et de mort. On peut dire que l'amour est devenu poison mortel, effectivement, et c'est cet amour qui le rendra fou par la suite. Get tired and go crazy. Donc tout ça, ça le rend complètement fou, hein. Il part se coucher, épuisé de ce show grotesque, et il se rend dans une chambre. Donc cette scène, elle est amorcée par un changement de lumière drastique qui annonce la fin du show. Et le changement de lieu, s'il lui permet d'échapper à la horde de Black Widow qu'il poursuivait comme des fourmis, il y a un élément visuel qui vient prendre le relais et nous montrer et rappeler au spectateur que le personnage est fou, ou pourrait-on dire qu'il fait face à un vertige. Donc il y a cette référence, cette fois-ci à Vertigo de Hitchcock. Référence assez amusante, hein, quand on connaît la fin de l'histoire de Vertigo. La fin de l'histoire, en fait, le héros, pour sauver sa bien-aimée, doit sauter d'une falaise. Sauf que, vu qu'il a le vertige, il est incapable de le faire. Et donc, la femme qu'il aime, son amour, meurt. Et vous le verrez plus tard, dans ce MV-là, il est capable de sauter. Donc... Mais la folie, l'idée de folie, elle était déjà perceptible dans le décor, avec des références aux œuvres expressionnistes allemandes, notamment au cabinet du docteur Caligari, avec les décors déstructurés, avec des figures géométriques irréalistes qui venaient appuyer et donner vie à la vision mentale détraquée du personnage. Mais l'expressionnisme allemand, c'est aussi un travail de détail dans le décor, hein, qui viennent indiquer à l'avance le futur du personnage, et on le verra dans ce MV. Des détails qui viennent annoncer le destin funeste du héros, il y en a. D'ailleurs, déjà par la présence de l'araignée au début, déjà par le début du MV où on voit le personnage qui est mort, enfin je veux dire, on le sait. Donc dès le début, on est plongé dans un espace à la fois physique et mental troublé. On passe ensuite à l'acte 2. Qui débute avec notre personnage qui est incapable de trouver le sommeil, comme indiqué encore une fois dans les paroles, I can sleep at night. Et il se retrouve à taper à la machine frénétiquement et sans interruption. Et le message qu'il est en train de taper n'est pas non plus anodin, un appel à l'aide qui passe pas non plus inaperçu, puisque depuis le début du MV, nous savons qu'il est en danger. I'm really in trouble, he's in danger. La chanson, elle accentue vraiment cette idée que notre héros se sent poursuivi constamment. Déjà par les paroles, il dit Calling me daily. Plus intimement et fortement avec ce plan de type caméra de surveillance où on a ce cercle vraiment qui met l'accent sur lui. Donne un second clin d'œil à l'idée d'être épié, espionné dans un lieu qui est aussi intime finalement, puisque dans l'imaginaire collectif, une chambre c'est un endroit qui est très intime. Ce qui donne la sensation de dépasser ce à quoi on devrait avoir accès en tant que spectateur. Et c'est une manière de nous faire percevoir l'intrusion dont fait preuve la fameuse Black Widow. Ce qui m'intéresse aussi, c'est l'introduction à un nouveau personnage, celui du corbeau qui nous est présenté pour la première fois. Je parle bien sûr de ce tatouage sur le torse que l'on retrouve dans le reflet du miroir sur le plan suivant. Ça a quand même son importance parce que le corbeau est aussi un personnage qui vient incarner l'idée de la mort. On y reviendra plus tard. Les enchaînements qui suivent font référence cette fois-ci à Shining. Premier plan assez éloigné qui nous présente le lieu qui deviendra dangereux. Et vous remarquerez que même la couleur de la porte est identique au plan dans Shining.
On a ensuite le même placement de caméra pour filmer le plan avec le miroir. La seule différence que je peux faire, c'est que dans le Shining, ça se trouvait dans une salle de bain et que dans Maniac, je pense qu'on est encore dans la chambre. Puis après, on a ce zoom avant sur l'objet du danger. Dans Shining, c'était une écriture. Dans Maniac, ce sera plutôt un mouvement qui est un peu plus évident pour montrer le danger. On notera évidemment l'usage de plans de plus en plus resserrés pour créer une tension et un suspense chez le spectateur jusqu'à atteindre le moment d'implosion qui est métaphorisé par des bombes que Max tient dans ses mains. On a alors deux plans très très courts, pareil, qui sont riches de sens avec le reste de la scénographie. Ce danger qui est littéralement proche de lui avec tous ces Black Widow autour. Et puis cet effet de fish eye pour accentuer cet effet d'oppression. Black Widow qui sont par-dessus lui. Et on a cette idée de timeline, de trame de l'histoire qui s'accélère avec tous ces plans sur les réveils. Ces deux éléments viennent indiquer le danger qui revient au grand galop pour troubler notre personnage. Donc celui-ci va donc tenter d'échapper à son destin. Va quitter la chambre, on va avoir une course au ralenti combinée par des fondus enchaînés à d'autres plans qu'on a pu déjà voir avant. Le plan où il tape à la machine à écrire, le plan avec le help me, les réveils, etc. Donc ces fondus, ils sont presque une métaphore de la confusion mentale, mais aussi temporelle de notre personnage. Donc il est tout bonnement devenu fou. C'est assez contradictoire d'ailleurs parce que la timeline, l'histoire semble s'accélérer, alors qu'au contraire, les mouvements sont ralentis. C'est qu'en fait notre héros n'arrive plus à suivre physiquement ce qui se passe autour de lui, il frise littéralement, il y a un arrêt sur image alors que le monde autour de lui continue de tourner. Donc il y a les corbeaux qui continuent à tourner et ce plan est absolument sublime. Ce plan en particulier il symbolise la mort du héros. Son destin était déjà écrit en quelque sorte. Avec tous ces plans où on le voit taper à la machine, les choses sont déjà écrites, que le réveil, voilà, l'histoire devait se passer comme ça et ça continue et peu importe à quel point il court pour essayer d'échapper à son destin, c'est son destin et il doit y passer. Il est voué à mourir et c'est assez ironique d'ailleurs d'être immortalisé dans un magazine. Vous marquerez le nom du magazine choisi, hein, le Time, donc c'est pas un choix au hasard, hein, on parle bien de temps, de temporalité. Cela corrobore notre idée sur l'idée d'un personnage fou qui n'arrive plus à vivre, qui n'arrive plus à se situer temporellement en même temps, sans mauvais jeu de mots. Vivre sans dormir, ça a quand même de quoi rendre fou, donc on comprend. Si on prête attention à la course en elle-même, elle est parfaitement scénographiée et réfléchie pour nous amener à cette conclusion de passage vers l'au-delà, vers la mort. On a à gauche le couloir rouge menant à la mort et à droite un lieu plus sain avec un éclairage verdâtre. Mais ça corrobore aussi l'idée de l'enfer et du diable. On parle bien dans les paroles de yeux du diable et de la mort en fait, puisqu'il fonce vers la mort. C'est aussi un couloir, c'est un lieu de passage d'un endroit à un autre littéralement. Donc dans le quotidien des artistes, ce couloir il permet de passer de l'ombre à la lumière et ici métaphoriquement de la vie sur Terre à la mort en suivant la lumière au bout du tunnel. On a cette lumière d'ailleurs qui se reflète sur lui. On assiste donc à une course contre la montre. C'est aussi une course contre son destin auquel nous savons déjà, il ne pourra pas échapper. Pour revenir au corbeau, donc, on a une référence au film d'Hitchcock intitulé Les oiseaux, présent ici pour rappeler l'idée de la mort qui rôde littéralement autour de lui et le fait de l'avoir en tatouage sur lui, c'est clairement pour dire que la mort est ancrée sur lui, la mort est tatouée sur lui, il ne peut pas y échapper. La mort elle est là, c'est son destin. Dans le film Les oiseaux, les corbeaux s'attaquent à la population d'une ville et on retrouve plus tard cette réinterprétation de la course pour échapper aux corbeaux et donc à la mort. Donc dans les oiseaux, cette course elle est faite en groupe et c'est un troupeau d'oiseaux, alors que dans Maniac, on a un seul oiseau et un seul homme. On arrive à l'acte 3. Un amour obsessionnel en fait qui va virer au meurtre. La scénographie avec les chandeliers, elle rappelle beaucoup la scène dans le film King of Comedy, avec une colorimétrie et aussi un positionnement qui est assez similaire des chandeliers, qui vont cadrer l'image et nous pousser à regarder au centre. Comme par hasard, dans cette scène de The King of Comedy, on est encore face à un amour obsessionnel qui va virer au danger pour le personnage masculin. Dans cet extrait du film, en fait, une femme a scotché le héros à une chaise pour avoir un dîner aux chandelles avec lui dans un décor romantique
elle va lui admettre son amour, I love you, etc. Mais le simple fait de le maintenir sur place, de le forcer à écouter son monologue, montre que cet amour est malsain et qu'il pourrait mener à sa mort. Il lui est si simple de jeter un verre de cristal par-dessus son épaule. Elle passe vraiment d'un extrême à l'autre. Ça montre la jonction si fine entre l'amour et la haine. Et la femme va raconter également une anecdote autour d'un bain, ce que je trouve pas anodin étant donné le lien qu'on peut faire avec Psychose, l'histoire de ce film qui tourne autour d'un amour maladif qui vire au meurtre. Pour ceux qui ne connaissent pas Psychose, c'est tout simplement un homme dont sa mère est morte et qui est psychiatriquement instable puisqu'il joue le rôle de sa mère en quelque sorte. Et il rencontre une femme dont il tombe amoureux dans un motel puisqu'il tient un motel. Et son double, qui est en fait sa mère, qui l'interprète lui-même, son double va tuer la femme en étant jalouse du fait qu'il puisse s'intéresser à une autre femme qu'à sa mère. Une sorte de complexe d'Oedipe mais envers sa mère qui est très intéressant. En tout cas, il y a vraiment un lien qu'on peut faire entre les films en eux-mêmes et avec le MV Maniac. Avec tous ces indices et toutes ces références, donc on comprend vraiment tout simplement que l'amour c'est ce qui l'a détruit et c'est ce qui l'a tué. Et c'est d'ailleurs à ce moment de la musique qu'on évoque le passage de l'amour au thriller. Rappelons qu'elle est un poison pour lui, selon l'idée de l'araignée vénéneuse, qui va le poignarder par l'amour comme une poupée vaudou. I'm gonna be taking a bath and I say to myself, I wonder if Jerry's taking a bath right now. And I just hope, you're not drowning or something. I always get really worried about you, like something terrible is gonna happen. And I just have like these daydreams, like, that I'm out with you at the golf course, driving your cart, just driving around. Need a putter, Jer? Need an iron? I don't even know how to play golf. I played with my parents once, my dad, but I love you. Mais on se pose la question, est-ce que notre héros est réellement mort? Ou bien il se serait peut-être transformé en poupée vaudou? C'est ce que l'on va essayer de développer dans cette partie. Le doute est présent depuis le début du MV, puisque mis à part son immobilité sur le plan, il n'y a aucune présence de sang au sol qui puisse nous indiquer sa mort. Et même sa tête n'est pas forcément posée comme s'il était mort, enfin c'est assez étrange. Et puis il y a ce regard droit caméra, voilà, qui semble être un appel à l'aide, qui n'est pas tout à fait un regard vide. Mais il semblerait que celui-ci soit devenu poupée vaudou, puisque le plan suivant nous le montre, nous le présente, on dirait un mannequin, voilà, sans vie. La couleur rouge vient appuyer l'idée d'être passé du côté obscur, d'être entré dans le vaudouisme. On ne voit plus son visage, on ne voit que la forme de son corps, comme si vraiment il n'était plus qu'une enveloppe corporelle. Il n'y avait plus d'esprit en fait qu'il contrôlait. Donc si physiquement notre héros n'est pas mort, son esprit n'est plus libre de le faire agir à sa guise. Il est manipulé comme une marionnette par la femme qu'il aime. On notera les plans en mouvement, comme si on était le corbeau et qu'on volait autour de lui, en fait pour le manipuler. On arrive ensuite à la fin du MV avec le 4e acte. Donc là, je veux évoquer surtout des théories. Là, on se pose la question, et si tout ça n'était pas qu'un rêve? Ce retour dans l'œil avec le générique, ça venait pas nous indiquer que tout ceci était un rêve, un songe, une volonté du personnage de se libérer de cette emprise qui, même dans son rêve, ne cesse de vouloir le ramener là où elle veut le voir. Où la Black Widow ferait alors référence métaphoriquement à l'aiguille qu'utiliserait la femme pour le faire agir. Ou bien alors notre héros est poursuivi même après sa mort. Si notre héros est bel et bien mort, alors a-t-il réussi à échapper à la femme qu'il aimait? Eh ben peut-être pas. Beaucoup d'éléments qui peuvent nous laisser penser que notre héros est en train, si je puis dire, de se retourner dans sa tombe. Le plan où l'image de lui courant revient dans ses yeux nous fait dire que même après sa mort, la Black Widow ou le corbeau à la fin de l'histoire continue de le poursuivre. En plus, la femme en question, si elle est réellement une diablesse, même en se donnant la mort, ne pourra pas lui échapper parce qu'elle pourra le retrouver là-haut. Mais peut-être aussi que notre héros, il réussit à regagner sa liberté au prix de sa mort. L'idée d'être une poupée vaudou, c'est intéressant, et puisque métaphoriquement, le cours vers la mort, c'est aussi un passage du monde de la représentation et du spectacle vers l'au-delà, qui représente le monde des idées et de la vérité, selon Socrate. En quittant la vie, en fait, il échapperait à son destin d'homme manipulé. Il pouvait se montrer tel qu'il était, vers un monde où seule la vérité des choses est. Avec cette hypothèse, l'acte 3 aurait lieu bien avant l'acte 1, où notre homme est forcé de faire ce show télévisé. Et donc ce serait l'idée qu'il est une poupée vaudou,
manipulé par la femme qui est obsédée par lui, mais qu'en se donnant la mort, il réussit en fait à échapper à ce destin. Ça lui permet de quitter ce rôle de poupée vaudou, mais au prix de sa mort. Donc pour conclure, cette histoire, elle est interprétable de multiples façons et le fait d'utiliser des actes, ça te permet en tant que spectateur de non seulement de nous repérer dans la timeline, donc dans l'histoire, mais aussi de pouvoir jouer avec celle-ci. MV, il a été travaillé dans le moindre détail avec des références de ci, de là, bien que pour la plupart ce soit originaire des films d'Hitchcock, il y a quand même énormément d'autres références, peut-être certaines que je n'ai même pas notées. Par exemple Northwest, qui pour moi en fait est une inspiration dans le sens où notre héros pour échapper à la mort, mais que sans cesse celle-ci revient l'attaquer, revient tenter de le prendre et de l'emmener, et qu'à la fin il meurt. Ah, il peut pas y échapper, c'est son destin. Et ça fait référence à Northwest, je n'arrive pas à le prononcer. Mais vous, je vous retourne la question, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que le héros a réussi à échapper à son rôle de poupée vaudou en mettant fin à ses jours? Ou bien est-ce qu'il a été tué par cette séance de vaudouisme? Ou bien est-ce qu'il s'est transformé en poupée vaudou à la fin de l'histoire? Est-il vivant? Est-il mort? Je vous retourne la question. J'espère que mon analyse a été suffisamment claire et qu'elle vous a plu. Et j'attends en fait vos réponses en commentaire. Bon, il y a bien trop de choses à dire sur ce MV, alors voici quelques éléments bonus. Il y a des éléments qui donnent un effet très rétro au MV, comme la texture avec des taches et des vieux plans tournés avec d'anciennes caméras. Puis il y a le début avec l'effet de télévision carré aussi qui donne ça, mais il y a aussi la manière dont le générique est amené et écrit, la référence à Alfred Hitchcock Maniac. De diviser le MV en actes aussi, c'est un aspect très cinématographique à l'ancienne, comme on pouvait le faire avec les films muets par exemple. Et puis on a tous les objets scénographiques, comme la machine à écrire, le choix des couleurs, comme le orange qui est typique du style des années 70. Et puis il y a la musique aussi dont je n'ai pas parlé. La chanson en elle-même, par son instrumental assez décalé, elle rentre en concordance avec l'idée de folie et de déstructuration du temps, avec des notes de piano qui viennent ponctuer l'ensemble et qui viennent donner ce rythme effréné. On se rapproche musicalement de précurseurs, si je puis dire, comme Queen avec Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now, avec des chants qui sont presque d'opéra, et puis des notes de piano, voilà, comme je l'ai dit, qui viennent ponctuer l'ensemble de la musique. Et c'est d'ailleurs sur quelques notes de piano que viennent se clôturer le premier acte. Ça vient vraiment structurer le MV et donner cette sensation de effréné. Bon, je vous invite évidemment à aller voir la vidéo par vous-même et à écouter la chanson, surtout qui est un chef-d'œuvre pour moi. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et c'est déjà beaucoup. Tchuss!